heures plus tôt. Il fait exactement comme il l'aurait fait en chassant un animal, il récupère un trophée. Puis il finit par enterrer le corps d'Annie avant de retourner en ville comme si rien ne s'était passé. Robert commet l'impardonnable et suite à ce premier féminicide, il va plonger encore plus dans l'horreur. Être un simple meurtrier, ça lui suffit pas. Ce qu'il veut, c'est ressentir ce qui l'excite le plus quand il chasse. Il veut traquer ses proies, s'amuser avec elles et ressentir leur peur. Alors il se met à emprunter régulièrement des avions, parfois sous un faux nom. Ça lui permet d'explorer des régions de plus en plus éloignées, mais surtout d'emmener ses victimes sur son terrain de chasse favori, le long de la rivière Knik, un lieu éloigné de tout, mais qu'il connaît comme sa poche. Il continue de piéger des prostituées en ville, mais cette fois, il leur demande pas de monter dans sa voiture, mais dans son avion de tourisme. Il leur fait croire à chaque fois qu'il possède un petit chalet dans le nord et qu'il les ramènera après en ville. Et avec sa tête d'homme passe-partout et son discours rassurant, beaucoup acceptent sans se poser de questions. Et c'est souvent en plein vol que Robert sort une arme avant de leur faire comprendre qu'elles sont désormais sous ses ordres. Et c'est quand elles atterrissent au milieu de cette vaste plaine abandonnée, parfois gelée, que ses victimes se rendent compte qu'elles sont prises au piège. Certaines se mettent à hurler et à se battre avec lui, d'autres s'enfuient instinctivement sans même se retourner. Et c'est exactement ça que Robert recherche. Il les laisse courir un peu avant de s'amuser avec elles. Il prend plaisir à les terrifier et à les voir tout tenter pour essayer de s'échapper. Parfois il les rattrape à pied, les tacle, puis les laisse s'échapper à nouveau. Et quand il en a assez, il sort son arme puis les abat froidement avant de les enterrer sur place. Dans cet endroit reculé de tout, Robert sait qu'il risque rien. Il connaît le moindre recoin de ses plaines, c'est son domaine et il se sent en pleine puissance. Il sait que personne ne viendra l'arrêter. Lui qui s'est toujours senti mis à l'écart de la société, moqué et humilié, il a enfin l'impression d'être dans le contrôle ultime et de pouvoir prendre sa revanche. Et c'est pas qu'un simple mode opératoire pour lui, c'est une sorte de rituel macabre où il déshumanise complètement ses victimes. En face de lui, c'est plus des femmes. C'est juste des proies. Et de la même manière qu'il récupère des trophées à la chasse, des cornes ou des peaux, il fait pareil ici avec des bijoux, des papiers d'identité ou des vêtements. C'est une façon pour lui de se rappeler de ce qu'il a fait et d'emporter avec lui une partie de leur vie. Et malheureusement pour ses victimes, peu importe le scénario, elles ont presque aucune chance de s'en sortir à partir du moment où elles ont mis les pieds dans cet avion. Et même si certaines réussissent à lui échapper, elles finissent toujours par mourir d'épuisement ou de froid, tellement la région est rude et impardonnable. Et plus les années passent, plus le nombre de femmes qui disparaissent dans la région augmente. En 1973, c'est une adolescente de 17 ans, Megan Emmerich, qui aurait fait la rencontre de Robert. Il l'aurait rencontré dans un club, lui aurait proposé de l'argent, puis l'aurait abattu loin de la ville. En 1975, c'est une certaine Mary Thiel qui est portée disparue. Des amis à elle ont sonné l'alerte, mais l'enquête n'a rien donné. Il y a malheureusement énormément de crimes à gérer et aucun des officiers en poste ne fait passer la disparition de prostituées en priorité sur le reste. Et même les rares cas où ces victimes s'en sortent vivantes, Robert sait qu'il risque rien. En 1975, Patty Roberts réussit à s'enfuir de ses griffes. Elle avertit la police, identifie formellement Robert, et pourtant l'affaire n'ira pas plus loin. Les policiers sont allés jusqu'à interroger Robert, sauf qu'il a juste tout nié en bloc, et que malheureusement sa parole vaut bien plus que celle d'une prostituée. C'est évidemment terrible et injuste, mais à cette époque c'est pourtant bien la réalité. En plus de l'interroger, la police va même enquêter sur Robert. Alors pas pour un meurtre ou un enlèvement, mais pour une raison bien plus étonnante. Robert va se faire coincer à la sortie d'un magasin de bricolage après avoir volé une tronçonneuse. Et devant les policiers, il va s'excuser et leur dire juste qu'il a pas pu se retenir. Comme une pulsion en lui, d'après ses propres aveux. Et pour ce simple vol, comme il est récidiviste, Robert écopera d'une lourde peine de prison puisqu'il va prendre 5 ans ferme. Mais comme d'habitude, en prison il est exemplaire et il ressortira seulement 16 mois plus tard. Là encore, la cour conseille fortement à Robert de suivre un programme psychiatrique ainsi qu'un traitement, sauf que personne ne peut le forcer à le faire ni le surveiller. Le voilà donc à nouveau relâché dans la nature sans aucune supervision. Et c'est ça qui est terrible dans cette histoire, c'est que ça fait 2 fois que Robert finit en prison, mais qui ressort beaucoup plus tôt que prévu et qui peut de nouveau commettre des atrocités. Et cette fois, c'est quelques semaines seulement après sa remise en liberté qu'il va faire ce qu'il a toujours fait, rencontrer des prostituées avant de les traquer à mort. En octobre 1979, Christine Hayes monte dans sa voiture. Elle s'étonne de le voir conduire si loin de la ville, mais elle se rassure en se disant que ce type n'a pas l'air si dangereux que ça. Mais Robert finit par sortir une arme, la pointe sur sa tempe, puis la force à se déshabiller. Il lui dit de mettre tous ses vêtements dans le coffre, puis attache ses mains et ses pieds avec une corde. Mais dans un élan de survie, Christine arrive à retirer tous ses liens. Puis elle ouvre rapidement sa fenêtre avant de se jeter sur la route. Elle s'écrase contre le bitume, mais elle reprend vite ses esprits puis court à toute vitesse vers une maison qu'elle aperçoit au loin. Elle réussit à s'y réfugier, mais Robert sait qu'il risque rien. Il sait pertinemment que sa victime ne parlera pas à la police et qu'il n'y aura aucune suite. Et en effet, Christine n'ira pas se présenter au commissariat. Tout ça lui permet de reconstruire le masque qu'il adopte en société. Celui d'un homme investi dans sa communauté, qui va régulièrement à l'église et qui est ami avec tout le monde. Il continue de briller dans des concours de chasse, les gens adorent sa boulangerie, bref, Robert est un homme qui semble accompli. Et pire encore, il est même félicité par beaucoup de gens pour avoir réussi à se repentir après ses accrocs avec la justice.
Personne ne se doute du monstre qu'il est et lui n'a qu'une obsession en tête, se remettre en quête d'une nouvelle victime. En 1980, Robert croise la route de Joan Messina, une femme qu'il rencontre dans un bar et qu'il apprécie. Il lui offre un verre, flirte avec elle et s'amuse avec son chien. En réalité, Joan est à la rue, n'a pas le moindre dollar et galère à survivre. Alors elle se permet de lui demander un peu d'argent pour continuer la soirée et pouvoir passer un peu de bon temps ensemble. Soudainement, il voit Joan non plus comme une humaine, mais comme une proie. Alors il lui fait croire qu'il joue le jeu, il l'emmène dans son pick-up et puis il se met à l'insulter. Il lui répète sans cesse qu'elle aurait jamais dû lui demander d'argent et Joan, terrifiée, tente de partir. Mais Robert sort une arme puis la bat froidement d'une balle. Il tue également le chien de Joan par peur qu'il amène qui que ce soit à la tombe qu'il s'apprête à creuser loin de la ville. Malgré tout, Robert comprend pas pourquoi il fait tout ça. Pourquoi il veut absolument tuer des femmes et pourquoi il y retourne à chaque fois. Il hésite à se confesser à son église, à chercher un médecin pour l'aider ou à en parler à sa femme, mais il sait que ça sonnerait la fin de sa liberté et il refuse que qui que ce soit découvre tout ça. Pourtant, la lumière risque enfin d'être faite à son sujet. Parce qu'en 1980, la police commence à découvrir certains des corps qu'il a enterrés, notamment celui d'Annie, l'une de ses premières victimes. Le corps est dans un tel état de décomposition que la police n'arrive pas à l'identifier. Ils mettent au point ce portrait robot et retrouvent quelques-uns de ses effets personnels dans cette tombe de fortune. Malheureusement, rien à ce stade ne permet encore de les mettre sur la trace de son meurtrier. Et puis un peu plus tard, c'est des chasseurs de la région qui vont tomber sur deux corps. L'un est lacéré de coups de couteau et l'autre est à moitié nu, sans blessure apparente, mais complètement gelé. Pour les enquêteurs, pas de doute, il s'agit d'une victime qui a tenté de fuir mais qui est morte à cause de la météo. Face à ces nombreuses découvertes, la police commence enfin à ouvrir tous les dossiers de disparition qui s'empilaient. Ils découvrent que parmi les femmes qui disparaissent régulièrement, beaucoup travaillaient dans des strip clubs ou sont des prostituées à Anchorage. En parallèle, la police mène des recherches de grande envergure dans toute la région pour retrouver d'autres corps et ils en retrouvent plusieurs qui ont toutes la même caractéristique. Ils sont souvent criblés de balles et toujours avec des cartouches de 223. La police arrive donc à connecter tous ces meurtres, ce qui veut dire qu'il y a donc bien un tueur en série qui rôde dans la région. Un tueur capable d'emmener ses victimes loin de tout, puis de les traquer à mort. Pour autant, Robert, de son côté, est toujours pas inquiété et continue encore et toujours de piéger des femmes. En 1981, Sherry Moreau accepte de monter dans sa voiture. Il compte l'emmener jusqu'à l'aérodrome, puis le long de la rivière Knik, le fameux terrain qu'il connaît par cœur, mais sa voiture s'embourbe en route et il est obligé de s'arrêter. Il s'apprête à descendre pour vérifier l'état de ses roues, mais Sherry l'attaque par surprise. Elle lui griffe le visage, elle tente de lui percer les yeux. Un véritable combat à mort s'engage. Sherry sait qu'elle aura pas la force de lutter longtemps contre Robert, donc elle finit par prendre la fuite. Mais Robert réussit à la plaquer au sol avant de l'abattre froidement d'une balle dans la tête. Et comme toutes les autres avant elle, il l'enterre dans une tombe de fortune avant de récupérer un bijou sur son corps et tout son argent. Le 13 juin 1983, alors que sa femme et ses enfants partent en vacances en Arkansas, Robert se met en quête de trouver une nouvelle victime. En réalité, à chaque absence de sa famille, il en profite pour assouvir ses terribles pulsions. Il sort dans l'un des clubs de la ville et il fait la rencontre d'une certaine Kitty. Et contrairement à d'autres femmes, il décide de l'inviter directement chez lui. Une maison banale de l'extérieur mais qui laisse apercevoir un véritable repère de chasseurs inquiétant dès qu'on en pousse la porte d'entrée. Robert lui demande de coucher avec elle sur une peau d'ours qu'il a lui-même abattue et même si Kitty a peur, elle accepte. Mais Robert tente de la menotter, ce qu'elle refuse catégoriquement, alors il s'énerve, sort une arme et lui fait comprendre qu'elle a désormais plus le choix. Kitty l'implore de la laisser partir mais Robert lui ordonne de ne plus bouger. Il sort une grande chaîne d'un coffre, la passe autour du cou de Kitty et l'attache à un poteau de sa maison. Après avoir abusé d'elle toute une partie de la nuit, il s'assoupit dans son canapé. Il lui dit de s'occuper en regardant la télé et que d'ici 1 heure, ils partiront. Kitty, qui est incapable de bouger, en profite pour regarder tout autour d'elle s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait l'aider. Mais tout ce qu'elle voit, c'est des trophées de chasse suspendus à tous les murs, des vêtements de femmes soigneusement rangés dans une armoire et des jouets pour enfants qui jonchent le sol de la maison. Kitty réalise que ce monstre qui est en train de la torturer a une famille et qu'il n'hésite pas à torturer ses victimes ici même, au milieu de la maison familiale. Robert finit par se réveiller et il lui dit qu'il est l'heure de prendre l'avion pour rejoindre son chalet dans le nord. Il lui dit qu'ils auront un autre rapport sexuel là-bas et puis qu'il la libérera. Kitty est terrifiée mais elle ose pas tenter quoi que ce soit. Elle se contente de le suivre dans sa voiture avant de voir défiler la ville à travers la fenêtre en se disant que c'est sûrement la dernière fois qu'elle voit Anchorage. Mais en approchant de l'aérodrome, elle réalise qu'elle sortira pas vivante de cet avion. Que si elle monte, elle est condamnée. Alors au moment où Robert ouvre la portière, elle le pousse violemment, puis elle prend la fuite en direction de la ville. Elle tente d'abord de se cacher derrière des voitures stockées dans un terrain vague, mais elle aperçoit Robert, arme en main et le regard rempli de haine. Si elle reste cachée ici, elle sait qu'il finira par la trouver et que tout s'arrêtera. Alors elle fonce en direction de la route, dans l'espoir de croiser une voiture qui roulerait à cette heure-là. Et par miracle, elle aperçoit des phares au loin, ceux d'un camion qui se dirige droit vers elle. Kitty hurle, il arrive à sa hauteur, mais il reprend de la vitesse sans s'arrêter. Kitty hurle à nouveau, implore le chauffeur de la laisser monter, et par miracle, le camion s'arrête. La porte côté passager s'ouvre, Kitty est sauvée.
De son côté, Robert retourne immédiatement chez lui pour cacher toutes les preuves. Les chaînes, les menottes, les armes qu'il avait sur lui, il planque tout avec soin dans des caches qu'il a aménagées spécialement pour ça dans son grenier. Et ses relations en ville vont énormément l'aider puisqu'il va appeler un fidèle ami à lui et lui demander de le couvrir. S'il est interrogé, il doit juste répondre que Robert était avec lui de 17h à 23h ce jour-là pour réparer un siège d'avion. Il lui explique pas pourquoi ni qui lui demandera ça, mais il lui fait promettre qu'il tiendra cette version quoi qu'il arrive. Et puis il fonce chez un autre ami, John Henning, avec qui il passe le reste de la soirée. Et avant de partir, il implore John de le couvrir, juste au cas où quelqu'un viendrait lui poser des questions. Il lui demande juste de dire qu'ils étaient ensemble à partir de 23h, en réalité au moment même où il détenait Kitty chez lui. Kitty de son côté